Bien, ben, bonjour à tous. Donc, on est content de vous retrouver pour cette première intervention, Christophe Galfard, pour la journée consacrée au prix du livre de sciences pour tous, qui est une opération qu'on répète chaque année. Je pense que ça doit faire 4-5 ans maintenant qu'on organise à l'occasion de ce prix des visioconférences qui sont menées donc par les auteurs qui font partie de la sélection du prix. Et donc là, j'ai le plaisir de vous présenter Christophe Galfard, qui est écrivain scientifique. Il a fait ses études à l'école centrale, puis à Cambridge, donc qui se trouve en Angleterre. Il a obtenu une thèse de doctorat sur les trous noirs et l'origine de l'univers, et son directeur de thèse est quelqu'un dont vous avez certainement, ou en tout cas, moins entendu parler, c'est Stephen Hawking, qui est l'un des grands physiciens du XXe siècle, en tout cas sur ces thématiques et la cosmologie. Et depuis quelques années, Christophe essaie justement de transmettre la beauté de l'univers au plus grand nombre. Et donc, on espère que ce matin, vous serez suffisamment nombreux pour entendre son message. Et il nous fera part aussi de son dernier livre qui s'intitule L'univers à portée de main et qui a été tout de même vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Voilà. Donc, moi, je vais disparaître. Je vais laisser la parole à Christophe. Tout à l'heure, on passera aux questions. Il y aura une demi-heure consacrée aux échanges entre vous et lui. N'hésitez pas à les noter, à les écrire dans le chat, car nous, on les réceptionne et donc on les posera tout à l'heure à l'oral à Christophe. Donc, maintenant, je m'efface et je laisse la parole à Christophe pendant la demi-heure qui vient. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là et de vous parler. Vous êtes extrêmement nombreux, paraît-il. Moi, je vous vois pas tous, mais je vous imagine étant là. Alors, la raison pour laquelle on m'a invité, c'est effectivement pour un livre qui s'appelle L'univers à portée de main, qui ressemble à ça, et qui raconte un petit peu ce que nous savons aujourd'hui de notre univers, de la physique quantique, du cosmos, du Big Bang, des trous noirs. Mais alors, je peux pas tout vous raconter d'un coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit voyage dans l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec quelques images pour vous raconter ce qu'on voit. Mais avant ça, je voudrais juste vous faire une toute petite introduction pour répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on fait de la physique? Pourquoi est-ce qu'on vous apprend à l'école, au collège, au lycée, des maths et de la physique, en particulier de la physique? Eh bien, il y a une réponse qui est assez simple, c'est parce que ça marche. Je vais vous faire un petit tour de magie là, ou justement pas un tour de magie, mais dans quelques secondes, je vais apparaître dans votre classe, à vous toutes et tous, où que vous soyez en France, en même temps, ou ailleurs même, en même temps, je vais apparaître dans vos classes. Dans 3 secondes. 1, 2, 3. Là, vous pouvez regarder à la porte. Eh ben non, je suis pas apparu. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'on se dit tous que c'est impossible que j'apparaisse comme ça, que je me téléporte ou qu'on traverse des murs ou qu'on voyage instantanément? C'est parce qu'on a tous le sentiment qu'il existe dans la nature des lois, qu'il y en a là autour de nous. Qu'on soit physicien ou non, ça change rien. On a ce sentiment-là. Et bien la physique, c'est la recherche de ces lois. Et il se trouve qu'on en a trouvé, et il se trouve que celles qu'on a trouvées fonctionnent. C'est grâce à elles qu'on peut construire des gratte-ciels, c'est grâce à elles qu'on a des avions, c'est grâce à elles qu'on a de la médecine telle qu'on les a, et j'imagine, plus important que tout, qu'on a nos téléphones portables. Mais en gros, ce que ça signifie que le monde n'est pas chaotique, il ne se passe pas n'importe quoi, il se passe des choses. Et la plupart des choses qu'on arrive à comprendre intuitivement, comme le fait que je ne vais pas me téléporter comme ça, sont liées à ce que nos sens perçoivent de notre environnement, avec le toucher, avec la vue, l'odorat. C'est ça qui, en regardant ce qui se passe autour de nous en permanence, nous donne une petite idée de ce qu'est la réalité. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au début du XXe siècle, c'est qu'on est allé au-delà de nos sens. On est rentré dans un univers qui n'a jamais été accessible à nos ancêtres, à la fois dans le très petit, ce qui nous a fait découvrir la physique quantique, potentiellement des mondes parallèles, potentiellement des lois dans la nature qui sont complètement folles, bien plus folles que toutes les histoires de mangas, de dragons, de ce que vous voulez qu'on puisse voir à la télé, qu'on accepte. La physique quantique, c'est encore plus fou. On a découvert l'existence de trous noirs, on a découvert que notre univers a commencé par un Big Bang et ce genre de choses. On est rentré dans un nouvel univers. Et ce que je vais vous montrer maintenant, la petite chose dont je voulais vous parler, c'est de vous donner un aperçu de l'univers dans le très grand, pas en physique quantique, mais dans le très grand,
tel qu'on le comprend aujourd'hui un petit peu. Alors c'est parti, je vais vous montrer ça avec quelques images. Et pour commencer, je vais vous montrer cette image-là, parce qu'on a toutes et tous, qu'on voyage ou non, à un moment dans notre vie, on a regardé le ciel la nuit, et on a vu qu'il y avait cette bande blanche qui traverse le ciel et qu'on voit là, et qu'on appelle la Voie lactée. Alors on la voit peut-être pas aussi bien que sur cette image, j'espère que vous avez une bonne connexion, mais en général, on sait que la Voie lactée, c'est une sorte de bande blanche dans le ciel qu'on voit la nuit. C'est quoi la Voie lactée? Alors, nos ancêtres, une fois de plus, n'avaient pas trop d'idées. Ils pensaient que déjà que ce qu'on voyait, nous, dans le ciel à l'œil nu, c'était la totalité de l'univers existant. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas. Si on pouvait regarder à travers la Terre, si on imaginait que la Terre était transparente, qu'on la fait disparaître, elle n'est plus là, et on flotte dans l'espace, et bien si on pouvait faire ça et regarder autour de nous, on obtiendrait cette image-là. Ça, ce sont des vraies photos prises par un satellite qui est dans l'espace et qui a pris des photos du ciel tout autour de la Terre. C'est un satellite européen qui s'appelle Gaia. Il y a plusieurs dizaines de milliers de photos qui sont réunies sur celle-là et ça nous donne la Voie lactée en entier. Alors une fois de plus, c'est un peu bizarre d'avoir un trait comme ça dans le ciel qui nous entoure. C'est une forme d'anneau qui est autour de nous. Mais si on pouvait s'envoler et la regarder par-dessus, cette Voie lactée, on verrait qu'elle ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle une galaxie. C'est notre galaxie, celle-là. Elle est constituée d'environ 300 milliards de soleils. Notre soleil à nous, le soleil, notre étoile à nous, ce n'est qu'une des étoiles parmi ces 300 milliards. Alors on pourrait croire, une fois de plus, qu'on est au centre de tout, donc on est en plein milieu de cette galaxie. Mais pas du tout. Le soleil, il est par là. C'est, en gros, on est en grande banlieue par rapport au centre de notre galaxie à nous. Donc ça, c'est une galaxie. Et de savoir qu'on appartient à une galaxie, ça a un petit peu changé la donne dans la philosophie qu'on avait de l'univers, et on le sait qu'environ depuis 150 ans, 150 ans. Maintenant, on peut aller explorer cette galaxie. À l'œil nu, on ne peut voir, je crois que normalement vous devriez pouvoir voir mon petit curseur. À l'œil nu, quand on regarde le ciel, on ne voit que cette partie-là. On ne peut pas voir plus. C'est trop loin après, nos yeux ils perçoivent plus cette lumière. Il y a quelques petits points qu'on peut voir qui sont plus loin, je vais vous en parler dans quelques instants, mais ça c'est la totalité de ce que nos yeux perçoivent dans la nuit. Mais avec nos télescopes, on peut aller beaucoup plus loin. Et alors là, je vais vous montrer une petite vidéo qui va zoomer à l'intérieur du ciel tel qu'on le voit la nuit. Et cette vidéo, bon, il y a de la musique, on n'a pas réussi à l'enlever pour tout le monde, donc je vais me taire pendant que la musique passe. Je suis pas sûr que ce soit la musique que vous préfériez tous et toutes entendre, mais on n'a pas réussi à l'enlever. Donc je vais vous faire un petit zoom à l'intérieur de notre galaxie à nous. Ça donne ça. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y a eu un sigle qui est apparu qui était ESA, E-S-A. Ce sigle, c'est l'équivalent européen de la NASA. C'est le European Space Agency, l'agence spatiale européenne. Et on fait des choses absolument extraordinaires, notamment pour prendre des images et détecter et aller comprendre la science de notre univers tout entier. Alors, à la fin de la vidéo, vous avez probablement vu qu'il y avait un petit nuage qui est apparu. Et ce nuage-là, je vais vous le remontrer dans quelques instants, mais il est le résultat de l'explosion de milliers d'étoiles. Avec le temps qui passe, les étoiles brillent
explosent et éjectent dans l'univers leur poussière. C'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une photo d'une étoile qui est en train d'exploser, ou qui a explosé, qui a éjecté sa surface. Et elle a été prise il y a quelques mois, cette image-là, par le télescope James Webb, qui est dans l'espace depuis 1 an et qui va, dans les années à venir, révolutionner tout ce qu'on sait déjà. Donc ça, c'est une image d'une étoile qui a explosé. Je vous en montre une autre. Là, voilà. Celle-là aussi, elle date il y a moins d'1 mois, je crois. Et elle a été prise par le télescope James Webb. Et ça, une fois de plus, sont des étoiles qui ont explosé. Et cette poussière d'étoiles qui explose, elle se balade dans l'espace, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle se réunit avec la poussière d'autres étoiles qui ont explosé. Et c'est ça qui, au final, forme des nuages absolument gigantesques dans le cosmos, comme celui-là, qui était à la fin de la petite vidéo de l'intérieur de notre galaxie. Cette image-là, c'est une des images les plus iconiques qu'on ait de l'espace. C'est une des plus connues. Elle s'appelle les piliers de la création. C'est un nom bizarre, les piliers de la création. Mais pour comprendre pourquoi on l'a appelé comme ça, il faudrait réussir à aller à l'intérieur de ces nuages. Alors, je vous raconte juste d'où ça vient, cette image-là. On a l'impression, j'espère que vous voyez ma petite souris. En gros, je suis en train de mettre la souris sur le haut des doigts des piliers, en haut à gauche de votre écran. Et tous ces piliers-là, avant, faisaient partie, l'image tout entière était recouverte de poussière. Mais un peu plus haut, par ici, par là, il y a des étoiles qui sont nées ou qui ont explosé, ou plutôt qui sont nées dans ces cas-là, et qui en naissant ont soufflé la poussière qui était autour d'elles. Ça a écarté, ça a créé des zones de vide, sauf aux endroits qui étaient les plus denses, là où il y avait le plus de matière et le plus de poussière. Et c'est dans les hauts des piliers qu'il y avait le plus de matière. Du coup, ça a protégé toute la poussière qui est derrière. Il faut imaginer des explosions ou des radiations qui arrivent, qui sont bloquées par le haut des piliers. Et ça, c'est l'ombre, en gros, de ce qui est en haut et qui protège contre les radiations. Et là, il y a beaucoup de matière. C'est là-dedans, on le sait depuis quelques années, que sont en train de naître de nouvelles étoiles et potentiellement de nouvelles planètes aussi. Donc si on arrive à aller à l'intérieur de ces nuages-là, on voit ce genre de choses. Là, c'est vraiment à l'intérieur du centre de ces petits bouts de nuages qui sont tout en haut. Vous avez au centre ici une étoile qui est en train de naître avec un disque qui lui tourne autour et plein de poussière. Du coup, elle est cachée par la poussière. Et en haut et en bas, il y a de la poussière qui est éjectée pendant que l'étoile naît en tourbillonnant. Ça, c'est une vraie photo qui date du 14 septembre dernier, prise une fois de plus par le télescope James Webb. Et alors, si on arrivait à aller creuser à l'intérieur du nuage qui est au milieu, ici, on verrait ça. Là, au centre, il y a une étoile qui naît. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ici, là, il y a des planètes qui sont apparues. Ça, c'est comme ça qu'on sait aujourd'hui que naissent dans notre univers les étoiles, les planètes, comme la Terre, et toutes les autres planètes, tous les autres mondes, toutes les lunes qui sont tout autour de nous. Maintenant qu'on sait ça, on va aller dans le beaucoup, beaucoup plus grand. Donc si on continue et qu'on revient sur notre Voie lactée telle qu'on la voit depuis la Terre, là, une fois de plus, c'est une vraie photo. Tous les nuages noirs un petit peu que vous avez partout par là, ce sont des nuages de poussière à l'intérieur desquels sont en train de naître des étoiles en ce moment même. Et tout le reste qui est un peu plus brillant, ce sont des étoiles qui brillent et qui sont tellement lointaines qu'elles n'apparaissent que comme des petits points un petit peu partout. Je vous rappelle qu'il y en a environ 300 milliards dans notre galaxie à nous. Donc tout ça, c'est chez nous. Mais il y a 3 petits endroits, il y a là, là et là, qui sont à l'extérieur de notre galaxie. Une fois de plus, nos ancêtres pensaient que notre galaxie, c'était l'univers tout entier. Nous, on sait aujourd'hui que pas du tout. Alors, je vais juste me focaliser sur le grand, sur les 2 qui sont là. Les 2 qui sont là, si on zoome vers eux, ça donne ça. On les appelle les grands, pour en haut, et petits nuages de Magellan. Ces nuages-là, ce sont des petites galaxies composées de plusieurs dizaines de millions d'étoiles qui tournent autour de notre galaxie à nous. Ce sont des satellites de notre galaxie. Et si on se déplace vers le grand nuage de Magellan que voilà, et qu'on zoome à l'intérieur, on aperçoit des endroits qui sont d'une beauté absolument phénoménale. Ça, c'est une vraie photo, en vraie couleur, d'un endroit à l'intérieur du grand nuage de Magellan où sont en train de naître des étoiles en ce moment. C'est ce qu'on appelle des nébuleuses. Et le Soleil, la Terre sont nés à l'intérieur d'un nuage qui ressemble probablement à celui-là, il y a environ 4,5 milliards d'années.
C'est un endroit absolument splendide. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Parce que si on regarde autour de nous, ça c'est notre Voie lactée. Le grand et le petit nuage de Magellan sont là et là. Ces deux petits points qui sont là. Mais il y a plein d'autres petites galaxies satellites qui tournent autour de la nôtre. Et il y a même d'autres galaxies, comme Andromède, qui est là, qui sont encore plus grosses que la nôtre, qui contiennent, comme Andromède, disons, presque 1000 milliards de soleils, et qui, elle aussi, va avoir des galaxies qui sont autour d'elle. Ce que vous voyez là, c'est autour de nous, dans l'espace. Il y a autour de notre galaxie à nous une cinquantaine de galaxies, une trentaine, disons, de petites galaxies naines. Il y en a beaucoup autour d'Andromède aussi. Et si on zoome et qu'on va de plus en plus grand, on voit que tout ce que vous voyez là... Ah oui, pardon, je reviens en arrière. Là, elle est où, WLM? Il y a une galaxie qui est ici, qui est au bord de ce qu'on appelle le groupe local, qui est l'ensemble des galaxies qui vont être autour de nous, qui vont être liées par leur gravitation à notre galaxie, à nous, à la Voie lactée. Et là, c'est un peu une des plus lointaines de notre groupe local. Et si on zoome dessus, avec nos télescopes, on voit ça. Et on voit surtout qu'il y a énormément d'autres choses derrière. L'univers ne s'arrête absolument pas là. Donc si on prend le groupe local, ah oui, ça j'aime bien. Si on prend le groupe local et qu'on zoome à l'intérieur et qu'on va de plus en plus loin pour aller regarder ce qui se passe dans l'univers, on a, si on essaie de dépasser le groupe local, on a, attends, je reviens en arrière 2 secondes. Ça c'est WLM, c'est la plus grande, la plus lointaine des galaxies qui est autour de nous. Derrière, il y a énormément de galaxies. Quand on zoome à l'intérieur, on voit qu'il y a des galaxies absolument partout dans notre univers. Donc si on sort de notre groupe local, on voit qu'il y en a d'autres comme celle-là. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer cette galaxie-là, c'est parce que suivant la façon dont on regarde l'univers, on va voir des choses un petit peu différentes. Là, on voit cette galaxie telle qu'on la verrait avec nos yeux à nous. Maintenant, si on change de regard et qu'on la regarde avec une autre lumière, on voit que les galaxies peuvent prendre une autre forme complètement, comme celle-là. C'est exactement la même galaxie, vue par le télescope James Webb en infrarouge. Là, ça devient un petit peu inquiétant. Si on parle de distance, les galaxies comme celle que je viens de vous montrer ou celle-ci sont à environ 30 millions d'années-lumière de nous. Ça veut dire que si vous parlez avec quelqu'un qui habite là-bas au téléphone, avec un téléphone portable, votre voix part à la vitesse de la lumière dans l'espace, voyage pendant 30 millions d'années avant d'arriver jusqu'à la personne avec qui vous voulez parler. Donc ça, c'est une galaxie à environ 32 millions d'années-lumière de nous, vue par nos yeux, et vue par le télescope James Webb en infrarouge, ça donne ça. Celle-là, elle est marrante, cette galaxie, parce que si vous regardez ici, là, il y a un trou. Et personne ne sait pourquoi il y a un trou qui est là, à l'intérieur de cette galaxie. Peut-être qu'il y a eu des explosions, peut-être que quelque chose est venu la percer en la traversant et a créé ce trou qui est là. Ça fait partie des mystères qui sont encore autour de nous aujourd'hui. Si on prend encore d'autres lumières et qu'on réunit toutes les lumières qu'on peut avoir de cette galaxie, on obtient ça. Ça, c'est des images qui sont parues dans les semaines qui viennent de s'écouler, et celles-là aussi, qui sont des galaxies qui nous entourent. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup, des galaxies, dans notre univers? Eh bien, si on reprend ce petit schéma, je me suis embrouillé tout à l'heure parce que je pensais que j'arriverais à ce schéma plus tôt. Mais voilà, si on prend ce petit schéma, avec le groupe local, ce groupe local-là, avec ses 50 galaxies, si on zoome en arrière, c'est le petit point bleu qui est là. Dans un autre groupe, beaucoup plus grand, qui s'appelle l'Aniakea, qui a été découvert notamment par une chercheuse française qui s'appelle Hélène Courtois, et qui a découvert qu'on appartient à ce groupe colossal qui contient près de 100 000 galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles et qui nous entourent. Et maintenant, si vous prenez tout ce que vous voyez là, tous ces 100 000 galaxies qui sont là avec toutes leurs étoiles, et qu'on zoome en arrière encore un peu, et bien tout ça, c'est juste le petit point qui est à l'intérieur du bleu, là derrière le bleu qui est ici. Tous les autres petits points sont des groupes de galaxies qui sont tout autour. Et si on zoome encore pour aller voir, on obtient ceci. Tout ce que vous venez de voir, c'est un petit point qui est là. Ça correspond plus ou moins à la taille de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas forcément aller plus loin, mais on ne peut
pas aller plus loin en le regardant. L'univers tel qu'on le comprend aujourd'hui a une limite qui est infranchissable pour notre savoir visuel. On ne peut pas regarder plus loin qu'un univers qui est compris dans une sorte de petite bulle qui est comme ça, au centre de laquelle nous nous trouvons nous. Alors pourquoi est-ce qu'on se trouve au centre de cet univers? Parce que ça correspond à notre horizon. C'est ce qu'on peut regarder à partir de chez nous. Comme quand vous êtes sur une petite barque au milieu de l'océan, si vous regardez autour de vous, l'horizon, ça va être un rond qui est autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller plus loin, mais l'horizon va être un cercle qui vous entoure et vous allez être au centre de ce cercle. Dans l'univers, c'est pareil. Ça, c'est notre horizon. Nous sommes au centre de notre horizon. Mais si on se décale un petit peu, comme sur une barque sur l'océan, l'horizon va se décaler avec nous, et ben dans l'univers, c'est pareil. L'horizon va se déplacer avec nous. Ce qui veut dire qu'il y a probablement d'autres horizons pour d'autres personnes dans notre univers aussi. S'il y a des extraterrestres qui habitent loin, ils vont avoir un autre horizon qui va être plus loin et qui va dépasser le nôtre, qui va, pareil, sur l'océan. Si vous êtes sur une barque à un endroit et que vous avez votre horizon à vous, quelqu'un qui serait loin et qui aurait son horizon peut voir plus loin que vous. Et vous, il y a des endroits où vous pouvez voir plus loin que cette personne-là. Dans l'univers, c'est pareil. Suivant où on est, on ne va pas avoir les mêmes horizons. Et il y a probablement des horizons un petit peu partout qui créent un univers bien plus vaste que celui que nous pouvons connaître. Et cet univers bien plus vaste, eh bien, c'est notre univers total. Alors, est-ce qu'on peut le connaître, cet univers total, global? Quand on utilise les lois qu'on trouve dans la nature, on réalise qu'il y a des limites à ce que les lois peuvent nous apprendre. C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre, essayer de trouver des nouvelles lois. Lorsque, par exemple, Einstein nous a donné sa théorie de la gravitation, petit à petit, au fur et à mesure que les chercheurs se sont mis à comprendre ce que signifiait cette loi de la gravitation, on a réalisé qu'il y avait des limites à cette loi, des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Ces limites, Einstein, la loi d'Einstein elle-même nous les donne. Nous, à chaque fois qu'il y a une limite, on les voit apparaître dans la théorie. Pour Einstein, il y en a deux. Les limites sont lorsque les conditions deviennent trop extrêmes, lorsqu'il y a trop d'énergie dans un endroit tout petit. Un de ces endroits, on peut le deviner sur les bulles que vous avez à l'écran maintenant. Parce qu'on a réalisé aussi au début du XXe siècle que notre univers, il s'agrandit en permanence, tout le temps. Que les distances qui séparent les objets s'étirent. C'est ce qu'on appelle l'expansion de notre univers. Si vous regardez une galaxie à l'autre bout de notre univers, elle va s'éloigner de nous. Dans toutes les directions, si vous regardez les galaxies, elles vont toutes, tout le temps, s'éloigner de nous. Alors au début, quand ils avaient vu ça, les chercheurs se sont dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que tout le monde s'éloigne de nous? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'on sent pas bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et c'est là qu'ils ont réalisé que, en fait, aucune de ces galaxies ne s'éloigne vraiment, mais c'est vraiment les distances qui s'étirent elles-mêmes comme un élastique qu'on tirerait. Les distances qui séparent toutes les galaxies s'étirent. Dès qu'on a cette vision-là, alors c'est plus les galaxies qui s'éloignent de nous. Ce sont toutes les galaxies qui s'éloignent toutes les unes des autres, partout, tout le temps, dès l'instant où elles sont suffisamment loin les unes des autres. J'anticipe une question que vous pourriez éventuellement me poser plus tard, mais est-ce que ça veut dire que le Soleil s'éloigne de la Terre, que la Lune s'éloigne de la Terre, que notre galaxie est en train de se diluer ou de s'éloigner des autres galaxies tout autour? Eh bien, pas forcément. Parce que dans les endroits où il y a beaucoup de matière, dans les endroits où il y a des étoiles, des planètes, des galaxies, etc., la gravitation l'emporte. La gravitation stoppe l'expansion. Donc autour de nous, dans l'espace, l'univers n'est pas en expansion. Il reste tel qu'il est. La gravitation tient les choses bien comme il faut. Mais dès l'instant où il y a des trous gigantesques, des distances entre les galaxies, là on a un étirement. Continuer sur ce que je disais du coup, si l'univers s'étire aujourd'hui, eh ben dans le passé, on peut revenir en arrière et il était de plus en plus petit. Il était tellement plus en plus petit qu'à un moment,
toutes les galaxies qu'on peut voir dans l'espace étaient contenues dans un endroit qui tiendrait à l'intérieur de mes mains, comme ça. Lorsque ça s'est arrivé, les conditions étaient tellement extrêmes, même plus petit encore que ça, mais les conditions étaient tellement extrêmes qu'au bout d'un moment, même la gravitation d'Einstein nous dit « stop, vous ne pouvez plus m'utiliser, même les notions d'espace et de temps n'existent plus, il faut trouver autre chose que la gravitation d'Einstein pour aller plus loin ». Cet endroit-là, c'est ce qu'on a appelé aujourd'hui le Big Bang. Le Big Bang, c'est le moment dans le passé, quand on remonte dans le temps en utilisant nos équations, c'est le moment où les équations ne marchent plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire que rien n'existait avant, c'est juste que notre temps et notre espace, tels qu'on les comprend aujourd'hui, n'étaient pas les mêmes. Alors je dis juste, mais une des tâches, ce qu'essayent de faire certains chercheurs et certaines chercheuses aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre justement, de trouver un moyen même de parler de ce qui se passait à ce moment-là. Je vous donne un petit indice pour vous montrer à quel point c'est compliqué ou bizarre. C'est qu'on ne peut même pas parler de avant le Big Bang, vu que le temps n'existait pas. On ne peut pas dire avant quand il n'y a pas de temps. Il nous faut un temps pour dire avant. Sinon, on ne peut pas dire ce qui vient avant, ce qui vient après. Donc ça, c'est juste un exemple des questionnements et des interrogations qui arrivent lorsqu'on essaye d'aller voir ce qui se passe dans le Big Bang. Il y a un autre endroit où les choses deviennent extrêmes et où la gravitation d'Einstein nous dit stop, c'est à l'intérieur des trous noirs. Les trous noirs, ce ne sont pas des univers tout entiers, ce sont des objets beaucoup plus petits. Disons comme si on avait une étoile au départ et que les étoiles explosent et au moment où elles explosent, elles compriment leur cœur. Et leur cœur comprimé peut devenir tellement dense, leur gravitation peut devenir tellement extrême qu'elles n'ont pas le choix que de s'effondrer sur elles-mêmes tout le temps. C'est comme si là, dans vos classes, le sol tombait. Vers où vous allez me dire, mais vers le centre de la Terre. Donc le sol de toutes les classes de la Terre tombe. La Terre qui devient de plus en plus petite, ça tombe, et ça ne s'arrête pas. Comme si une sorte de dimension supplémentaire s'ouvrait pour que ça continue, et toujours de plus en plus à s'effondrer sur soi-même. Ça, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Alors je vous rassure, la Terre ne va pas se transformer en trou noir, il n'y en a pas vraiment autour de nous, mais il y en a un au centre de notre galaxie qui est gigantesque, qui fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Je vous ai donné ces deux exemples parce que ce sont les deux exemples où on sait que la théorie de la gravitation d'Einstein ne marche plus. Et pour réussir à aller au-delà, il nous faut essayer d'unifier, de réunir, de marier, si vous voulez, les théories qu'on a dans le tout petit et dans le très grand. De réunir ce qu'on appelle la gravitation et la physique quantique. Et la physique quantique est tellement bizarre qu'en essayant de réunir les deux, on arrive dans un domaine d'imaginaire qui a créé les univers parallèles, qui a créé la possibilité de voyager d'un endroit à un autre dans l'espace et dans le temps, qui a créé énormément de beauté potentielle à notre univers qui pour l'instant, ne sont pas prouvées, mais qui vont peut-être l'être dans les années à venir. Alors, ce que je vous ai raconté là, c'est une sorte d'introduction à l'univers qui nous entoure. Et vu qu'on est dans le cadre d'un projet de lecture dans l'univers à portée de main, qui est le livre que j'ai écrit pour expliquer tout ça, l'idée c'est de vous envoyer en voyage vous-même à l'intérieur de cet univers-là, comme si vous partiez en pensée découvrir notre univers. Et je l'ai fait de cette manière-là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où on peut aller et dire que personne n'y est allé avant nous. On connaît notre planète, plus ou moins. Il y a des petits endroits comme le fond des océans, etc., où on n'est pas encore allé. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on serait les premiers à aller. Dans l'univers, dans le domaine de la physique, tout est mystère. Il y a à chaque pensée potentielle, vous êtes dans un territoire où vous êtes le premier ou la première à aller. Il y a un imaginaire fabuleux à découvrir, et des trésors qui sont cachés un petit peu partout encore, à la fois dans l'immensité de notre univers et dans le minuscule de la physique quantique. Et c'est dans ce voyage-là et cette recherche de ces trésors que j'ai essayé et voulu vous emmener dans l'univers à portée de main. Et voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici.
Et je crois que je ne vais pas tarder à taper dans ma demi-heure de discours. Le livre en question, c'est celui-là. Et merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Et maintenant, je suis prêt à prendre vos questions. Merci beaucoup, Christophe, pour ce voyage extraordinaire, hein, aux confins de l'univers. Alors, maintenant, j'invite les classes à poser leurs questions, mais on en a déjà une très pertinente. Tu as montré une photo de notre galaxie. Et c'est vrai que la question que se posaient les élèves, et on pourrait tous se la poser, hein, mais comment en fait on peut arriver à prendre une photo de la galaxie alors qu'on est dans la galaxie? Donc, quel est Alors, le procédé qui permet de faire ça? Voilà. absolument. Alors, la première photo de la galaxie que j'ai montrée, c'est celle-là. Ouais. Alors ça, ce sont des vraies photos. Là, c'est vraiment ce qu'on voit avec notre satellite qui s'appelle Gaia, qui est un satellite européen et qui explore et l'univers qui nous entoure et qui est notamment fait pour essayer de comprendre notre galaxie et nous. Maintenant, à partir de ce genre d'image, les scientifiques ont pu regarder point par point, ou faire en sorte que des ordinateurs le fassent pour nous. Point par point, on a pu regarder, là, là c'est un petit peu flou peut-être, mais point par point, on a regardé ces étoiles qui sont partout. Et on a réussi à déterminer leur distance. Et à partir de ça, on a fabriqué une simulation de ce qu'on arriverait à voir si on était au-dessus. Et la simulation, ça a donné cette image-là. Ça va apparaître maintenant, voilà. Car ça, ce n'est pas une photo. Ça, il aurait fallu voyager quasiment à la vitesse de la lumière pendant plus d'1 million d'années pour pouvoir voir notre galaxie avec cette distance. Donc ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est une simulation, c'est pas du tout une vraie photo. Donc merci beaucoup pour la question. Je résume. Ça, c'est pas une photo. Ça, c'est une photo. Mais à partir de ça, on a réussi à reconstituer ça parce qu'on est très fort. Voilà. Alors, une autre question qui porte justement sur, tu as montré les piliers de la création. Est-ce que on peut dire que à chaque instant, tous les jours, naissent des étoiles? Absolument. Dans notre galaxie, il y en a beaucoup qui naissent en permanence. C'est un processus qui est continu. Le satellite James Webb a publié en juillet dernier. Je vais voir si je peux vous la montrer. Oui, je dois l'avoir là. Je trouve que c'est la couverture d'un autre bouquin que j'ai écrit. Mais je ne sais pas si vous arrivez à la voir, cette photo. Oui, oui, on voit, on voit. Sur cette image-là, il y a une cinquantaine d'étoiles qui sont en train de naître. Vous pouvez peut-être voir là, Oui, j'arrive à comprendre comment faire. oui, 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 c'est bon, on le voit. Voilà, il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Chaque fois qu'il y a ces petits traits. Et là, il y a une étoile qui est née aussi et qui a soufflé à l'intérieur de son nuage une sorte de cavité à l'intérieur de laquelle elle va briller. Et là, vous en avez une gigantesque qui fait tout ça là, toute cette distance là. Je vais faire comme ça, c'est plus simple. Toute cette distance là, l'étoile elle est par ici, elle éjecte des choses partout. Il y a des étoiles, des planètes qui sont en train de naître là tout autour en permanence. Et de manière un petit peu similaire, il y a des étoiles qui sont en train de mourir aussi quasiment en permanence. Et on considère que dans notre galaxie à nous, on a quelques étoiles, disons 5-6, qui vont exploser dans des explosions gigantesques par siècle. Donc c'est pas hyper fréquent, mais il doit y avoir une bonne dizaine d'étoiles qui naissent par an dans notre galaxie aussi, je dirais, à vue de nez comme ça. Et qu'est-ce qui contribue, rapidement, hein, qu'est-ce qui contribue justement à cette naissance et à la mort des étoiles? Qu'est-ce qui fait qu'elles naissent et En qu'elles fait, disparaissent? Voilà. il y a un cycle qui se crée, c'est ce que je montrais tout à l'heure avec les images. Il y a un cycle qui se crée qui fait que quand une étoile meurt et donne des images comme celle-là, eh bien, toute la poussière qu'elle a fabriquée pendant sa vie va se retrouver éjectée dans l'espace. Et c'est ça qui, au final, va former d'autres nuages absolument gigantesques, comme celui-ci, à l'intérieur duquel toute cette poussière, par gravitation, va se rassembler. C'est pas que par gravitation, c'est que lorsqu'une étoile va mourir, ou naître d'ailleurs, elle va souffler des choses qui sont autour d'elle et créer des endroits où il y a plus de matière que d'autres. Donc à la fois quand les étoiles meurent et naissent, ça va générer
surtout quand elle meurt, ça va générer la naissance de nouvelles étoiles. Il y a un cycle qui continue et qui continue. Mais par exemple, on sait aussi depuis quelques années maintenant que la matière qui est dans nos corps à nous, dans vos corps à vous, est faite d'atomes, de particules qui ont été fabriquées dans le cœur des étoiles. Donc, il y a de la poussière d'étoiles dans vos corps, c'est grâce à ça que nous sommes vivants. Et pour que cette poussière soit arrivée en nous, il a fallu que les étoiles qui les ont créées, ces poussières, explosent et envoient cette poussière dans l'espace. Donc vous êtes toutes et tous de la poussière d'étoiles, comme vous pouvez Comme dire ça. Hubert Reeves a pu nous le dire, Comme oui. vous avez pu le dire, comme Alors plein de justement, poètes. Noah se pose la question, notre Soleil, il va finir par exploser? Ah oui, absolument. Donc normalement, vu que je faisais cette intervention pour vous ce matin, je me suis re-renseigné et normalement le Soleil devrait être explosé jeudi prochain. Voilà. Donc si vous avez des devoirs à faire pour après, c'est pas la peine de les faire. Non, plus sérieusement, on arrive à déterminer le temps de vie d'une étoile parce qu'on sait pourquoi elles brillent, les étoiles. Et elles brillent parce que justement, dans leur cœur, elles fusionnent des petits atomes pour fabriquer des atomes plus gros. C'est ça qui leur donne l'énergie pour briller. C'est ça qui donne l'énergie à notre étoile, le Soleil, et qui fait que sa lumière arrive jusqu'à la Terre et réchauffe notre planète. Le Soleil est non seulement en train de fabriquer des gros atomes à partir de petits atomes, qui serviront plus tard peut-être à fabriquer une nouvelle vie ailleurs, et aussi à réchauffer notre planète et à faire en sorte que la vie soit possible. On arrive à déterminer le rythme auquel le Soleil fusionne ces atomes, donc on sait quand il n'y en aura plus à fusionner, et ça arrivera dans environ 5 milliards d'années. Donc on a largement le temps éventuellement d'aller trouver une autre étoile pour s'installer d'ici là. Alors, Christophe, tu as montré des galaxies spirales qui, c'est vrai, ont une forme assez plate et les élèves se demandent, mais est-ce qu'elles sont toutes comme ça, les galaxies finalement plates, et pourquoi plates? Alors, les galaxies spirales que j'ai montrées, comme celle-là par exemple, Et qui ressemblent à la nôtre en fait, hein. qui ressemblent à la nôtre absolument, sont effectivement plates. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que dans notre univers, tout tourne. Et si vous prenez une pâte à pain, pour faire une pâte à pizza, vous prenez une boule pour faire une pizza, et que vous la faites tourner comme le font parfois les pizzaiolos, et ben votre pâte, elle va s'étaler et devenir un disque. Bon, ben dans l'espace, c'est un peu pareil. Vu que les choses tournent, et ben au final, ça va s'aplatir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, une fois de plus, ce qu'on voit là, c'est la lumière visible. C'est ce qui brille et que nos yeux sont capables de percevoir. Mais on a réalisé aussi qu'il y avait, si on prend une galaxie qui est plate, il y avait des lobes, des bulbes qui étaient au-dessus et au-dessous. Donc elles ne sont pas si plates que ça. Et si on prend en compte une autre matière, une matière inconnue jusqu'à présent qui s'appelle la matière noire, et bien là on voit que les galaxies sont plates au milieu de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grand, que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui n'est pas plat pour le coup, parce que ça ne tourne pas exactement de la même manière. Alors, on va aborder une question récurrente, hein, qui a été posée à plusieurs reprises et qui est souvent posée lorsque justement un intervenant parle de l'univers. C'est est-ce qu'il y a une chance pour que, en dehors de notre planète, existe la vie? Alors ça, c'est un domaine de recherche qui est devenu extrêmement sérieux et à la mode il y a quelques dizaines d'années juste. Il y a en 1600 par exemple, il y a un scientifique allemand qui s'appelait Giordano Bruno qui avait émis l'hypothèse que d'autres planètes pourraient exister dans l'univers et qu'il y en aurait même plein. Et ben à l'époque, c'était pas très bien vu par l'Église et du coup il a été condamné à mort dans des conditions absolument atroces pour avoir dit quelque chose qui était contre la vision du pape. Et il est devenu une sorte de symbole d'imaginaire qui pourrait aller vers l'avant et qui a été complètement empêché par des visions atroces. Donc il a été condamné à mort. Mais 400 ans plus tard, pour avoir découvert pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil,
Didier Queloz et Taylor, deux astronomes suisses, ont eu le prix Nobel de physique pour avoir trouvé une autre planète autour d'une autre étoile. Depuis, on a envoyé une fois de plus des satellites pour en découvrir plus. On en connaît plus de 5000 qui sont autour de nous. Et les 5000 en question, si je vous remets l'image de notre galaxie à nous, parce que toutes les 5000 sont dans notre galaxie, et bien si nous, on est là, à peu près, les 5000 galaxies connues sont, les 5000 planètes connues sont à peu près là-dedans. À peu près, hein. Il y en a peut-être une ou deux qui sont un peu plus loin, mais en gros, c'est ça. On estime qu'il y a entre 1 et 3 planètes par étoile dans notre galaxie. Ce qui veut dire qu'il y a entre 300 milliards et 1000 milliards de planètes dans notre galaxie uniquement. Vous avez vu tout à l'heure combien il y a potentiellement de galaxies dans l'univers sur un schéma comme je vous avais montré, comme celui-là. Ça devient colossal. Du coup, la question de savoir s'il y a des planètes, elle est réglée, il y en a plein. De savoir s'il y a des planètes qui pourraient éventuellement ressembler un peu à la Terre dans sa position par rapport à son étoile, la question est réglée aussi, il y en a plein. Est-ce que sur ces planètes, il pourrait y avoir de la vie qui est apparue? On n'a pas encore la réponse. On n'en a pour l'instant pas détecté, mais encore, je lisais encore ce matin des découvertes du télescope James Webb qui ont été publiées le 13 mars, donc il y a la semaine dernière, où on est en train de découvrir des éléments à gauche, à droite, qui correspondent sur Terre à ce qui est nécessaire pour l'existence de la vie. Et on est, disons, en train de prendre des pièces de puzzle un peu partout et on espère, j'imagine, enfin moi j'aimerais bien, qu'on découvrira quelque chose bientôt. Mais pour l'instant, on n'en a pas vu. Tu l'as dit à plusieurs reprises, est-ce que du coup, il faut se rendre à l'évidence que James Webb est en train de nous ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses? Absolument. On a le James Webb. En fait, je ne sais pas si vous, à vos âges, vous avez déjà entendu d'un télescope qui s'appelle Hubble. Mais à mon avis, oui. Parce que d'une certaine manière, il est rentré dans la culture populaire et générale. Pour la simple raison que c'est la première fois qu'on avait un satellite qui existe depuis plus de 30 ans et qui est dans l'espace et qui nous a envoyé des photos toutes les photos de galaxies que je viens de vous montrer là, ou si vous tapez galaxies sur Internet, n'importe quoi, vous allez en voir partout, des photos toutes plus somptueuses les unes que les autres. Et grâce à ce télescope, l'idée de galaxie, etc., est rentrée dans la culture populaire. James Webb, c'est l'étape d'après, où on est encore plus puissant, on va aller voir encore plus loin, encore plus précisément. Et ce que James Webb a déjà permis de voir transforme en partie certaines des connaissances qu'on avait de notre univers, déjà, en un an. Il y a beaucoup de questions là maintenant qui arrivent, hein, Christophe. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions, mais on va essayer de les rassembler. Alors il y a une question qui s'adresse, qui est très théorique et qui a droit de citer, hein, qui porte sur la théorie du Big Bang. Qu'est-ce qui nous permet justement d'avancer cette théorie? Qu'est-ce qui contribue à ce qu'on fasse cette hypothèse du Big Bang que tu as explicité tout à l'heure, hein, quand tu as parlé de la naissance de l'univers? Alors, je vais redire un petit peu ce que tu as là. L'idée, c'est que en cherchant des lois qui expliqueraient potentiellement des choses autour de nous, on en trouve. Et quand on trouve une loi et qu'on voit qu'elle fonctionne, eh ben on essaie de l'appliquer dans des catégories toujours plus grandes, toujours plus vastes, pour voir si par hasard, ça ne nous permettrait pas de découvrir des choses jusqu'ici inconnues. Parce que ça, c'est arrivé dans le passé à de nombreuses reprises. Par exemple, lorsque Newton nous a dit comment marchait la gravitation, à l'époque, les gens pensaient qu'au-delà de la Lune, plus loin que la Lune, c'était pas les mêmes lois que sur Terre. Il y avait deux domaines dans notre univers, il y avait sous la Lune et au-delà de la Lune, et que les lois n'étaient pas les mêmes. Et Newton nous a dit, ah non, je pense pas que c'est comme ça. Je pense qu'il y a une loi qui s'appelle la gravitation universelle, qui marche dans l'univers tout entier. C'est pour ça qu'il l'a appelé universel. Avant lui, notre domaine humain, c'était la Terre, jusqu'à la Lune, et après, c'était d'une certaine manière le domaine des dieux. Et c'est pour ça que le mot important dans la gravitation universelle de Newton, c'est le mot universel. Ça a changé notre esprit. On s'est dit, ah,
notre imaginaire a le droit de se balader dans un univers bien plus vaste que ce qu'on pouvait faire avant. En appliquant ces lois, pour vérifier si ça marche, des astronomes, hein, ceux qui regardent les étoiles, ont vu que Jupiter, par exemple, ne tournait pas autour du Soleil comme il fallait. Du coup, ils ont découvert une nouvelle planète qui s'appelle Uranus. Parce qu'il nous fallait Uranus, et ensuite il nous a fallu Neptune pour expliquer le mouvement des planètes. En gros, prenons Uranus. Uranus tourne autour du Soleil d'une certaine manière qui ne correspond pas à ce que Newton avait prédit. Sauf si on rajoute une planète qui va la perturber. Et ça, des scientifiques ont... C'est un astronome français qui s'appelle Le Verrier qui a fait ce calcul et qui a dit pour qu'Uranus marche, il faut qu'il y ait Neptune ou une autre planète qui soit à tel endroit, à telle heure, à tel jour. Si vous pointez un télescope, vous trouverez cette planète. Ils l'ont fait, ils ont trouvé la planète là où Newton l'avait prédit. Donc on sait que ça marche. Mais on sait aussi que Newton, au bout d'un moment, ça ne marche plus. C'est remplacé par Einstein. Einstein nous explique ce qui se passe autour du Soleil, proche du Soleil, dans des endroits où il y a beaucoup de gravitation. Et Newton, là, ça ne marche plus. Donc il nous faut Einstein. Pareil, Einstein marche dans l'univers tout entier. Et du coup, si on l'applique petit à petit de plus en plus loin, c'est là qu'on comprend que notre univers est en train de s'agrandir. Et en voyant qu'il s'agrandit, on peut utiliser les équations d'Einstein pour voir ce qui se passait quand il était plus petit. Et c'est de là que naît ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. C'est qu'en rapetissant notre univers de plus en plus, on arrive à un moment où il était tellement petit que même la théorie d'Einstein ne marche plus. C'est ça qu'on appelle le Big Bang. Alors vous allez me dire, pour la question, mais comment on sait que c'est vrai? Comment on sait que c'est effectivement ce qui s'est passé? Est-ce que notre univers était plus petit? Eh bien, depuis une centaine d'années, des scientifiques font des prédictions en se disant, si jamais c'est vrai, alors quand on regarde l'espace, on devrait trouver telle ou telle chose. Par exemple, on devrait voir une sorte de chaleur qui nous entoure tout entier, dans l'univers partout, qui serait une sorte de reste de notre univers ultra chaud enfant, bébé. Notre bébé univers devait être ultra chaud, et en s'agrandissant, cette chaleur de milliards de degrés a dû baisser, comme si on ouvrait la porte d'un four et que tout d'un coup la chaleur se disséminait. Et les calculs avaient été faits avant où on pensait que la chaleur qui devrait rester serait d'environ moins 270 degrés. Et dans les années 1960, cette chaleur a été mesurée, détectée, et elle fait dans les moins 271 degrés. Donc même si j'exagère un peu sur la précision de la prédiction, dans l'idée, c'est exactement ce qui a été fait. Ce n'est qu'une des multiples, disons pas forcément preuves, mais un des multiples indices qui nous disent que on a probablement raison en pensant que notre univers a commencé tout petit et s'est agrandi. Ce qu'on appelle théorie du Big Bang, c'est toute théorie d'histoire de notre univers, avec un univers qui commence petit et chaud et qui grandit. Et alors, qu'est-ce qui nous permet de dater l'âge de l'univers? Alors, pour dater l'âge de l'univers, une fois de plus, ça va dépendre des théories qu'on utilise. Et par exemple, on arrive à dater... vous voyez, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la campagne et qu'il y a une église quelque part. Et vous allez rentrer dans l'église et vous allez écouter le son de la cloche. Ça va vous faire mal aux oreilles. Vous êtes juste à côté, ça va vous faire mal aux oreilles, mais vous allez détecter l'intensité du son. Et ensuite, vous allez vous balader dans les collines au loin et vous allez à nouveau entendre à l'heure la cloche qui sonne. En comparant l'intensité du son dans l'église et sur la colline, vous pouvez connaître la distance qui vous sépare de l'église. On sait faire ça. Et on sait aussi faire ça pour la lumière. Et certaines étoiles qui sont dans notre univers, on sait la lumière qu'elles ont lorsqu'elles explosent. Elles émettent une lumière colossale pendant 3 jours à peu près, et qui va briller comme des milliards de soleils. Et cette lumière-là, on sait ce qu'elle est. En détectant ce qui nous arrive sur Terre, on arrive à savoir la distance qui nous sépare de ces étoiles. Grâce à ce genre de choses, on peut dater certains événements dans notre univers et dater les choses qui se sont passées et avoir des sortes de jalons lorsqu'on essaie de remonter dans l'histoire de notre univers. Et ce genre
de jalon, de phare cosmique, nous permet de confronter ça à nos théories et du coup de mettre une date sur l'origine de notre univers. Et une fois de plus, quand je dis l'origine de notre univers, c'est dans la théorie d'Einstein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose au-delà, juste qu'on ne sait pas encore ce qui pourrait s'être passé. Alors, je préviens les auditeurs qu'on va dépasser l'heure de 11 heures prévue pour la fin de l'intervention, puisqu'on a commencé un petit peu plus tard pour attendre les collègues et les élèves qui revenaient de classe. Donc, on se donne encore 10 minutes pour répondre aux multitudes de questions qui nous arrivent, mais il y en a une qui est aussi récurrente, Christophe, et je me dois de te la poser, parce que c'est quand même un objet assez fascinant, c'est celui des trous noirs. Qu'est-ce que le trou noir vient faire là au centre de notre galaxie? Est-ce qu'il y en a partout? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cet objet tout à fait exceptionnel, extraordinaire dans le Alors moi, bestiaire de l'univers? Ouais. il se trouve que les trous noirs, c'est mes objets favoris, moi, dans l'univers. C'est ceux que je préfère. La première chose, c'est, il semblerait, une fois de plus, en écoutant et en suivant les équations d'Einstein, que l'existence des trous noirs soit inévitable. Dès l'instant où il y a suffisamment de matière qui obéit à une certaine forme dont l'énergie obéit à certaines caractéristiques, ce qui semble être le cas de la matière de notre univers, c'est inévitable. Il y a forcément des endroits où la matière va devenir tellement condensée qu'elle va tout attirer ce qui est autour d'elle. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait rien au centre de notre galaxie? Eh bien, figurez-vous qu'on se demande depuis longtemps si les trous noirs n'auraient pas par hasard été là avant les galaxies. Et qu'au tout début de notre univers, quand tout était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui, les trous noirs ne seraient pas apparus et du coup auraient embarqué autour d'eux de la matière qui serait mise à tourner autour d'eux, former des nuages gigantesques, des étoiles seraient nées dans ces nuages-là, dans des îlots de matière, parce qu'on pourquoi est-ce que les galaxies ne sont pas partout? Pourquoi notre univers n'est pas complètement uniforme? Mais c'est parce qu'il y a quelques différences entre des endroits et d'autres. Et du coup, ces galaxies qu'on voit autour de nous, ou peut-être qu'on peut même les voir encore mieux là, on voit, là c'est une galaxie, là c'est une galaxie, il y en a un petit peu partout, elles sont séparées par des vides gigantesques, et bien telles qu'elles sont nées autour de trous noirs absolument colossaux. Et il se trouve que le télescope James Webb, une fois de plus, est en train de répondre à ces questions-là, parce qu'il arrive à voir tellement loin dans le temps qu'il arrive à prendre des images de galaxies toutes jeunes, à l'intérieur desquelles les trous noirs semblent être gigantesques par rapport à la taille de leur galaxie, bien plus gros qu'aujourd'hui, ce qui pencherait vers l'idée que les trous noirs seraient apparus avant les galaxies et que les galaxies seraient formées autour. Donc ça, c'est le genre de recherche qui a lieu en ce moment. Et pareil, pour notre galaxie à nous, le trou noir qui est au centre, peut-être qu'il est là depuis bien longtemps. S'agissant des galaxies, puisque tu nous en as montré de nombreuses, alors là, on a un exemple devant les yeux, mais elles n'ont pas toutes les mêmes formes. Qu'est-ce qui contribue à leur morphologie? Parce que ça, c'est quand même assez Alors, remarquable. dans l'histoire là, je ne sais pas si je peux vous montrer d'autres images que celles qu'on a chargées, je suis pas sûr, mais dans l'histoire de notre univers, les galaxies, on peut croire aussi qu'elles sont complètement isolées les unes des autres. Ah, mais je peux peut-être vous en montrer là. Elles sont complètement isolées les unes des autres, mais il se trouve que les galaxies, elles se rentrent dedans. Elles ont des collisions, elles se tapent dessus, elles vont s'arracher des bouts les unes les autres et former Voilà, j'ai par exemple une image. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop. On voit. On voit. Là, il y a 5 galaxies, 5 qui sont jaunes, qui sont les unes à côté des autres, et celle-là qui est bleue, elle est beaucoup plus proche de nous. Donc, c'est celle-là qui forme un groupe. Et là, on voit que les deux se rentrent dedans. Que là, celle du haut qui est pas loin, elle est elle aussi en train de rentrer dans les deux autres. Et on voit qu'il y a un énorme bout là qui est arraché et qui va arriver ici. Et ces interactions-là, petit à petit, vont former les galaxies et transformer leur forme. Maintenant, il y a quelque chose qui est rigolo. Sur les galaxies spirales, comme on en voit un peu une ici, ou bien sur tout cela, on voit qu'il y a des bras.
Les bras, ça veut absolument pas dire qu'il y a rien dans le noir entre. Ça veut juste dire que entre les bras, il y a un petit peu moins de densité. C'est comme s'il y avait une vague qui passait à l'intérieur d'une galaxie et que là, il y a des étoiles qui sont en train de naître un petit peu partout, et les étoiles naissantes brillent beaucoup plus que les vieilles étoiles. Du coup, ça crée des bras spirales de galaxies en train de naître. Mais si on regarde l'image d'après qu'on a vue avec James Webb, on voit qu'il y a de la poussière partout. Que c'est pas forcément que sur les bras que se trouve la matière dans les galaxies. C'est plus des disques qui brillent le long de spirales, à l'intérieur desquels sont en train de naître de nouvelles étoiles. Et est-ce qu'on a une idée, même statistique, du nombre de galaxies dans l'univers? Voilà, à peu près dans notre univers visible, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qu'on peut voir, à l'intérieur de notre horizon à nous, ce qui correspondait plus ou moins à cette image-là. Non, pas du tout. Celle d'après, celle-ci. Dans notre univers visible, on estime qu'il y a environ 1000 milliards de galaxies. Mais c'est vraiment une estimation à la louche. On va parler d'ordre de grandeur, hein. Ouais. Souvent d'ailleurs en cosmologie. Christophe, je vais te poser la question rituelle, hein, qui nous sert habituellement à clore ces interventions. Je vais te demander, je ne t'avais pas prévenu, hein, mais je vais te demander ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es orienté vers... Qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt pour ça? Bon, il doit y avoir quelque chose en lien avec Stephen Hawking, mais peut-être tu peux nous dire, alors, même si c'est un petit peu personnel, hein, on excuse pas, mais c'est quand même Non, intéressant pour les élèves de savoir ce qui conduit les uns et les autres sur ces parcours de vie. alors moi, ce qui m'avait fasciné petit là-dessus, c'était les images que je voyais dans des livres, un livre en particulier que ma grand-mère m'avait offert, et d'images de planètes, etc. Et les images, quand je vois par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, elles étaient tellement pourries en qualité et en tout, que quand je vois les images qu'on a aujourd'hui, comme un peu celles que je viens de vous montrer là, qu'on trouve sur Internet, qui sont partout, qui sont libres, qui sont accessibles. Ce qui est moins accessible, c'est de comprendre ce qu'elles signifient. Mais en tout cas, Mm. en beauté même, je trouve ça phénoménal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand j'ai réalisé que quand on est enfant, on a un monde dans nos têtes et puis il y a le monde extérieur. Et quand on réalise, à un moment donné, moi c'était vers l'adolescence, que avec ce qui se passe là-dedans, on a accès à l'univers tout entier, il y a un sentiment de beauté, de jouissance, de puissance qui est hallucinant. Et ça, c'est ce qui m'a donné envie de faire de la physique. C'est qu'on se sent perdu parfois un peu dans un univers colossal, mais quand on se dit que finalement, en fait, non seulement on peut le comprendre, mais on peut aller découvrir des mondes que personne n'a jamais découvert avant nous, là, ça donne... On n'a jamais vu un élève se mettre à pleurer parce qu'il a compris quelque chose en classe. Je vois qu'on comprend, c'est il y a quelque chose d'agréable physiquement, ça fait du bien. Et ben de comprendre un petit peu l'univers et d'avancer comme ça, c'est spectaculaire. J'imagine que l'autre chose à laquelle tu faisais référence, c'est la lecture d'un livre dessus qui est devenu mon maître après, qui s'appelle Stephen Hawking, que j'ai lu adolescent, et ça j'ai tout de suite eu envie de partir là-dedans direct. Et voilà, j'ai fini par être son étudiant quelques années plus tard. Eh ben, écoute, c'est vraiment un excellent propos pour clore cette intervention, puisque c'est quand même le livre qui nous a rassemblés aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'aussi c'est le livre qui peut être à l'origine d'un parcours de vie, d'une passion et d'un intérêt pour les choses du monde. Écoute, on te remercie vraiment très chaleureusement pour Et moi ce moment aussi, passé avec toi. j'aimerais remercier, moi aussi, je vois qu'il y a plein de questions là, je regarde il y Alors, a plein de questions Christophe, qui reviennent. on enregistre des questions. Et ce qu'on va faire, c'est que si on arrive à trouver un petit moment, je vais te mettre tout ça en ordre. Et puis, de toute façon, après, on va diffuser le replay. Et si tu arrives à trouver un moment pour répondre à quelques questions supplémentaires, on pourra le communiquer à tous. Eh ben, j'essaierai. Je promets pas de pouvoir le faire tout de suite, mais j'essaierai. Mais merci en tout cas à tous les élèves et tous les professeurs de partout qui ont organisé ça pour les élèves. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Et ça fait pour moi d'autant plus plaisir que on entre dans un monde où les données scientifiques, ou disons
ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai est très difficile. C'est très difficile de distinguer le vrai du faux avec ce qu'on trouve sur Internet, entre ce qui peut être de l'ordre du complotisme ou même sans aller jusqu'au complotisme, juste de choses qui sont à côté de ce qui est connu. Je pense que c'est extrêmement important d'apprendre à faire la différence ou de conserver un esprit critique et de faire la différence entre ce que certains essayent pour des raisons mauvaises et néfastes de faire passer, et un vrai savoir qui, lui, peut aussi avoir tort, mais qui est porté par des milliers de femmes et d'hommes qui n'ont pas d'autre intérêt que celui de faire avancer la science. Je trouve ça très important de continuer grâce à ce prix et à d'autres, à toucher les élèves dès que possible pour leur montrer toutes ces beautés. Le savoir scientifique appartient à absolument tout le monde. Il n'y a pas de copyright, c'est public. Voilà, c'était sur ce petit message que j'espère que... Voilà, et continuez à vous renseigner, à être curieuse et curieux. Et ben, merci d'avoir partagé cet enthousiasme et communicatif auprès des élèves. On va clôturer cette première intervention et je vous rappelle qu'à 14 heures, on va retrouver Blandine Pluchet pour une autre intervention dont l'intitulé est de l'infiniment petit à l'infiniment grand. La grande histoire du monde. Donc, de toute façon, la journée va tourner autour de ça, hein, puisque c'était quand même la thématique de cette année pour le prix du livre de sciences. Donc voilà, 14 heures, Blandine Pluchet, 15 heures, Laurent Palca, qui lui est maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle et qui va nous parler des microbes. Donc encore un grand merci à toi, Christophe. Je vais laisser maintenant tranquillement nous quitter les classes, plutôt que Et bonne de... conférence à toutes cet après-midi, à toutes et à tous pour cet après-midi. Je vous laisse moi aussi, et bah, peut-être à bientôt. Et oui, avec plaisir, hein, Christophe. Au revoir. Au revoir.